Ta liberté commence ici. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la théorie des 5 drapeaux et comment l'appliquer. Alors, on va analyser 6 pays en profondeur. Je vais te donner des stratégies fiscales 100% légales et les profils antifragiles selon tes revenus. Évidemment, tout ça sera accompagné de données exclusives et reste bien jusqu'à la fin. Je te révèle les erreurs fatales que tu pourrais faire lors de ton expatriation. C'est parti! Alors, bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tu es responsable de tes propres choix. Le piège de la mono-juridiction. Pourquoi dépendre d'un seul pays est dangereux? Alors, tu as différents types de risques. Tu as le risque fiscal. Imaginons, tu vis en France, tu as tes comptes bancaires en France, tu as ta société en France. Imaginons que l'État augmente les impôts. Tu peux rien faire, tu subis les choses. Tu as les risques bancaires. Tu vis à Chypre en 2013, le pays subit une très forte crise et tu peux retirer 20 € dans tes comptes bancaires chypriotes. Si tu avais des comptes dans d'autres pays, alors tu ne dépendrais pas totalement du système. Tu as aussi les risques géopolitiques. Imaginons, il y a une guerre, la conscription est mise en place dans le pays. Tu vis par exemple en Ukraine et tu dois te battre contre la Russie. Si tu ne vas pas te battre, l'État peut décider d'annuler ton passeport du jour au lendemain et tu perds toutes tes libertés. Tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus rien faire. Et enfin, tu as les risques juridiques. L'État peut te saisir, peut faire des réquisitions d'actifs, te faire des procès, il n'y a aucun souci. La philosophie antifragile. On distingue 3 types de profils. Tu as d'abord le profil fragile qui dépend totalement d'un pays. Tu as le profil robuste qui est diversifié géographiquement, qui résiste aux crises mais ne progresse pas vraiment. Et enfin, tu as le profil antifragile qui se structure et qui profite des crises. Chaque choc le rend plus fort. Alors pourquoi nous avons besoin de nous structurer? Alors cette théorie ne date pas d'hier. En effet, on a 60 ans d'évolution. On a premièrement Monsieur Harry Schultz qui pose les bases avec la théorie des 3 drapeaux et la diversification internationale. Ensuite, nous avons eu Monsieur Hill qui a développé la Perpetual Traveler Theory avec la théorie des 5 drapeaux. À partir de 2012, avec le traité FATCA, les États-Unis peuvent suivre toutes les transactions de ses citoyens américains à travers le monde. En 2017, le Common Report Standard est signé par plus de 100 pays, ce qui fait que tous les pays s'échangent les transactions bancaires de tous leurs citoyens. Tu ne passes plus incognito. Tout ce que tu fais au niveau bancaire est suivi et tracé. Et enfin, on arrive en 2025 où c'est l'ère de la substance. L'ère du secret est totalement morte. Tu ne peux plus aller à l'encontre du jeu. Il va falloir que tu te structures correctement. Alors, où est-ce qu'on en est en 2025? Le CRS et le FATCA qui sont mis en place. Donc, les FATCA pour les citoyens américains. L'État américain, c'est tout de ses citoyens à travers le monde. Donc, toutes les transactions bancaires de ses citoyens. Tu as le CRS, le Common Standard. Donc, tout est échangé automatiquement entre les pays avec plus de 115 pays. Alors, évidemment, tu as des pays qui ne respectent pas ces traités, donc notamment des paradis fiscaux, et tu as 24 pays qui sont sur liste noire. Ce qui nous amène à des opportunités légales infinies. Par exemple, si tu as une substance économique, si tu as des bureaux, des employés, une présence physique dans le pays où tu résides, il y a moyen d'être 100% légal et de jouer avec les règles. Alors, c'est quoi exactement les 5 drapeaux? Premièrement, le premier drapeau, c'est la citoyenneté et le passeport. Deuxième drapeau, c'est la résidence fiscale. C'est là où tu paies tes impôts. Troisième drapeau, c'est là où tu as ta base business, là où tu as créé ta société. Quatrième drapeau, c'est la protection de tes actifs. C'est là où tu as stocké tes actifs, ton argent, que ce soit en banque ou en crypto-monnaie, ou en or, ou ce que tu veux. Et enfin, le 5e drapeau, c'est l'endroit où tu vis, où tu aimes passer du temps. On dit souvent, va là où on te traite le mieux. Premier drapeau, très important, la citoyenneté, c'est en l'occurrence ton passeport.
Donc, si tu as un seul passeport, tu dépends de ce pays-là. Donc, tu peux dépendre d'une conscription. Tu peux être prisonnier de ton pays. Tu as la conscription obligatoire. Donc, pourquoi avoir plusieurs passeports? Premièrement, tu es libre de tes mouvements. Tu peux te déplacer dans plusieurs continents. Donc, tu as des passeports qui t'offrent certains visas que d'autres passeports n'offrent pas. Ça te permet d'être vraiment polyvalent si tu veux te déplacer dans le monde entier et ne pas dépendre d'un seul pays. Il existe plusieurs types de passeports. Alors, il y a plusieurs moyens d'obtenir des passeports, donc par investissement. Imaginons tu veux le passeport turc, il y a moyen de l'avoir donc par citoyenneté en restant peut-être 10 ans dans le pays ou en l'achetant directement, ou il faut que tu investisses 400 000 dollars dans le pays, que ce soit dans l'immobilier ou placer cet argent sur un compte en Turquie. Aussi, tu as des passeports que tu peux obtenir en restant quelques années dans un pays. Par exemple, l'Argentine, si tu restes 24 mois d'affilée, tu peux obtenir le passeport argentin. Si tu as la résidence fiscale au Paraguay, au bout de 2 ans de résidence temporaire plus 3 ans de résidence permanente, tu peux obtenir le passeport paraguayen. Tu peux obtenir le passeport si tu te maries avec une personne d'un pays différent. Il y a aussi le passeport par naissance. Imaginons tu as un bébé en Argentine, tu peux obtenir le passeport argentin. Tu as un bébé au Mexique, tu peux obtenir le passeport mexicain. Tu as aussi le passeport péruvien qui peut être intéressant si tu es résident au Pérou pendant 3 ans. Ensuite, tu as les passeports en Asie, mais c'est très compliqué à obtenir. Donc, je te recommande plus les passeports qu'il y a en Amérique du Sud, en Amérique centrale, qui peuvent être très intéressants pour ta polyvalence, pour ta liberté de mouvement. Second drapeau, la résidence fiscale. C'est là où tu payes tes impôts. Alors, tu as différents types de taxation. Tu as la taxation mondiale. Par exemple, tu fais des revenus dans un pays étranger, tu vas quand même être imposé dans ton pays de résidence. C'est le cas pour la plupart des pays en Europe, comme la France, comme l'Allemagne. Tu as aussi les pays en Amérique du Nord, comme le Canada, les USA. En majorité, les pays de l'OCDE, ceux qui ont signé le traité CRS, le Common Report Standard. Ensuite, tu as les pays à taxation territoriale, c'est-à-dire que les revenus qui sont générés à l'étranger ne sont pas taxés dans le pays. Donc, c'est le cas pour les pays comme le Panama, le Paraguay, la Géorgie. Et enfin, tu as les pays à zéro impôt, comme par exemple Monaco ou encore Dubaï, où tu as 0% sur l'impôt sur le revenu, que ce soit des revenus générés à l'étranger ou dans le pays. Quel serait l'objectif? Ça serait de vivre dans un pays à taxation territoriale si tes revenus proviennent de l'étranger ou dans un pays avec 0% d'impôt. Et on peut faire un petit comparatif des taux d'imposition de différents pays. Alors, au Frankistan, au Communistan, tu as 70% de taux d'imposition. On est les champions du monde entre l'impôt sur le revenu et les charges sociales. Tu as l'Allemagne qui est à 50% de taux d'imposition. Ensuite vient la Hongrie avec 33%. Tu as la Lettonie qui est à 31%, qui est un pays aussi très intéressant, on en parlera plus tard. La Géorgie qui est à 20% et qui ne taxe pas les revenus à l'étranger. Enfin, tu as le Paraguay qui a la règle des 10-10-10, c'est-à-dire 10% d'impôt sur les sociétés, 10% d'impôt sur le revenu et 10% de TVA. Et évidemment, tu n'as pas d'imposition sur le revenu à l'étranger. Aussi, tu as la Thaïlande qui est un pays qui peut être très intéressant pour vivre, qui a un barème progressif d'impôt sur le revenu qui va de 0 à 30%, 35% si on cumule avec les charges sociales, et qui peut être intéressant parce que la législation est un peu floue et elle ne taxe pas forcément les revenus qui proviennent de l'étranger. Et enfin, Dubaï, où tu es taxé à 0%. Troisième drapeau, la base business. C'est là où tu incorpores ta société. Tu peux vivre dans un pays et avoir ta société dans un autre pays. Donc, par exemple, tu as l'US LLC, disregarded, c'est-à-dire une société transparente qui n'a pas de substance aux États-Unis. Donc, tu n'es pas imposé aux États-Unis, tu es imposé dans ton pays de résidence. Alors, ce qui est bien avec les US LLC, c'est que tu peux accéder aux différentes banques américaines qui sont très intéressantes. Tu peux accéder à Stripe,
tu peux accéder aux moyens de paiement. Donc les US LLC, ça peut être super intéressant si tu es dans un pays où les structures de société, créer des sociétés, c'est assez compliqué, c'est beaucoup de papier. Tu crées une US LLC et tu peux gérer cette société depuis ton pays de résidence. Ensuite, tu as les pays qui sont assez développés et tu peux accéder aux banques locales qui sont solides. Et là, donc, tu crées une société dans le pays en question. C'est le cas, par exemple, de la Hongrie, c'est le cas pour la Lettonie et c'est le cas aussi pour la Géorgie. Tu peux créer aussi ta société en Géorgie, en résidant en Géorgie, en profitant des banques en Géorgie. Mais je te recommande aussi d'ouvrir des comptes en banque dans d'autres pays. Ça, on va le voir plus tard. Je peux également te citer la e-résidence estonienne. Donc, tu peux créer une OU estonienne qui peut être très intéressant si tu veux accéder au marché européen. Et petit rappel important, c'est pas parce que ta société est à l'étranger et que tu payes 0% dessus que tu ne dois pas payer d'impôts. Imaginons tu es résident français et que tu as ta société aux États-Unis, tu vas être imposé comme un résident français. L'imposition est déterminée par ton pays de résidence. Mets-toi-le bien en tête. Donc si tu as ta société américaine, tu paieras l'impôt sur revenu, donc tu seras à 45% d'imposition sur la société offshore aux États-Unis. Pareil, si tu as une société à Dubaï, ça ne veut pas dire que tu vas profiter de la fiscalité à Dubaï. Tu seras peut-être à 0% à Dubaï, mais tu vas avoir l'impôt sur le revenu en tant que personne en France, évidemment. Donc ça n'a aucun intérêt de créer une société offshore si le pays en question te permet de créer des structures facilement avec des banques et des clients dans le pays en question. C'est là où la substance est très importante. Quatrième drapeau, la protection des actifs. C'est là où tu vas stocker ton argent. Donc en l'occurrence, les banques. Donc par exemple, tu as la juridiction suisse qui est intéressante pour ses coffres-forts, pour sa devise aussi, le franc suisse, qui est très stable et très solide face au dollar, face à l'euro. Et donc, je vous invite d'ailleurs à voir une des nombreuses vidéos faites par mon associé Eric. Alors, attention, la Suisse a signé le CRS. Ça veut dire qu'il y a échange automatique d'informations entre la Suisse et la France et tous les pays qui ont signé le CRS. Donc, le secret bancaire n'existe plus en Suisse depuis 2015. Alors, tu as également Singapour qui a une monnaie très solide et qui a peut-être le meilleur banking au monde, surtout si tu fais du private banking. Par contre, pour accéder au private banking à Singapour, il faut être résident à Singapour ou avoir une société à Singapour. Et tu peux ouvrir des comptes que si tu as au minimum 200 000 $. Donc, c'est quelque chose d'assez inaccessible pour le commun des mortels. Mais dès que tu commences à faire beaucoup d'argent, ça peut être très intéressant d'aller à Singapour et d'essayer de négocier l'ouverture de compte là-bas. Tu as aussi les États-Unis qui a des banques très intéressantes. On pourrait parler de Chase, Bank of America et la branche aussi Private Banking comme JP Morgan du côté de Chase avec des cartes avec du cashback, beaucoup d'avantages sur les voyages, sur les frais de transaction lorsque tu voyages aussi, quand tu payes, aussi quand tu retires. Là, on pourrait parler de la banque ou du broker Charles Schwab qui peut être très intéressant. Et ça, on le verra dans d'autres vidéos. Aussi, on peut parler de la protection de tes actifs avec la création de trusts. Alors attention, les trusts, ça protège très bien tes actifs. C'est intéressant de créer un trust si tu as un patrimoine d'au moins 2 millions parce que les frais de maintenance sont assez élevés. Ça peut aller de 10 000 $ à 20 000 $ par an. Et enfin, tu peux stocker tes actifs, donc ta crypto-monnaie dans des cold storage, des cold wallets comme Ledger par exemple. Ça peut être très intéressant, ne pas dépendre d'une banque. Tu es hors système, tu peux utiliser ton argent quand tu veux, où tu veux. Et évidemment, si tu es en Union européenne, à partir de 2026, tu vas te faire tracer. D'ailleurs, je t'invite à voir la vidéo faite par Eric à propos de cette nouvelle loi. Drapeau numéro 5, c'est le terrain de jeu. C'est l'endroit où tu vas passer des bons moments avec des coûts assez bas. Donc tu as par exemple l'Asie du Sud-Est, tu peux aller en Indonésie, aux Philippines.
C'est des super endroits et tu vivras très bien pour 2000 euros. Grand maximum, tu vivras super bien. Tu as aussi l'Amérique latine, évidemment, où tu pourrais passer du temps en Argentine, dans le sud de l'Argentine, en Patagonie, par exemple, où tu peux aller au Brésil faire la fête, ou en Colombie, à Medellín. Tu as le Mexique également, avec la partie Playa del Carmen, Cancún, tout ça. Tu as aussi toute la partie ouest du Mexique avec Puerto Escondido, Oaxaca. Ça peut être génial. Si tu aimes la culture, tu vas au Pérou, tu vas à Lima, tu vas à Cusco, tu vas voir le Machu Picchu. Tu as énormément d'endroits où tu peux passer du temps tout en respectant le pays où tu résides parce que chaque pays a ses propres règles de résidence fiscale. Et enfin, si tu veux rester en Europe, tu as l'Europe de l'Est avec des villes comme Budapest où tu peux très bien vivre pour 1500, 1800 euros, ou la Géorgie avec Tbilissi où ton pouvoir d'achat est multiplié par 2, par 3 avec des standards européens. Tu as aussi la Lettonie, mais ça c'est plutôt en été évidemment. Tu peux aller en Italie, profiter de l'Italie, bien sûr au printemps, en été. À partir de mai, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, ça peut être très intéressant pour quelques mois. Allez, maintenant, on va analyser quelques pays. Donc, on a la Hongrie, qui est un pays très intéressant. Pourquoi c'est un pays intéressant? Parce que tu as un impôt sur les sociétés qui est assez bas, à 9%. Tu as une flat tax de 15%, des charges sociales de 18% et une plus-value sur les cryptos de 0% si tu détiens tes cryptos depuis au moins un an. Alors, attention, il ne faut pas être qualifié en tant que trader professionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays de l'UE, mais qui est contre le système, notamment grâce à leur président Orban. Le coût de la vie est 50% moins cher. Tu as des super appartements magnifiques. Aussi, c'est un hub de digital nomade et la ville est très agréable. Tu as beaucoup de sécurité, contrairement à la France, au Frankistan. Donc, ça peut être un pays super intéressant. Et je vous invite d'ailleurs à parler avec Eric, mon associé, à propos de ce pays, puisqu'il y vit. Ensuite, tu as la Lettonie, toujours un pays européen, donc tu profites de la législation, entre guillemets, européenne. Tu as 0% sur l'impôt sur les sociétés. Donc en gros, si tu gardes ton argent sur ton compte d'entreprise, tant que tu ne retires pas cet argent, si tu ne le transfères pas de ta société vers ton compte personnel, tu n'es pas taxé. Si tu le fais, tu vas payer 20% de flat tax. Retiens bien, c'est que tu es à 0% sur les bénéfices réinvestis. C'est-à-dire qu'avec ta société, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans les cryptos, tu peux investir dans beaucoup de choses et tu seras imposé à 0%. Donc, tu peux t'en servir de levier. C'est super intéressant. Et ensuite, tu te transfères cet argent-là en tant que personne et là, tu seras taxé à 20%. Alors pourquoi pas l'Estonie, c'est que tu as moins de bureaucratie, c'est aussi moins cher. La ville de Riga est sublime, surtout au printemps et en été. Alors en hiver, tu vas te geler, mais tu as aussi un super aéroport avec beaucoup de destinations en Europe ou même presque en Asie. Donc tu peux aller un peu partout depuis l'aéroport de Riga qui est à 15 minutes du centre-ville. Ça aussi, c'est un grand avantage. Et la ville est propre et sécure. Autre pays important, la Géorgie. Alors c'est le paradis fiscal le plus accessible au monde et qui est un pays assez méconnu, qui a une qualité de vie assez intéressante avec une culture plus ou moins européenne. Alors, ce qui est super intéressant en Géorgie, c'est le côté banking qui marche très bien et le côté société où tu peux ouvrir un micro-business où tu seras imposé à 0% sur tes revenus à l'étranger, tu as 0% sur les plus-values et 5% à peine sur les dividendes. Donc c'est super intéressant. En plus de ça, tu peux obtenir ta résidence très simplement, surtout si tu as un passeport européen. Tu crées ton compte bancaire en un jour, tu peux créer ta LLC, donc ta société en Géorgie en l'espace de 2 jours et ça va te coûter 300 $. Donc c'est très accessible. Et puis tu as la ville de Tbilissi qui est la capitale, qui est un hub aussi digital nomade qui peut être aussi très intéressant à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Tu peux aller aussi dans les montagnes, tu peux aller aussi du côté de la mer Noire, donc à Batumi.
tu as des très bons services, tu manges très bien, tu as du super vin. Il faut savoir que le vin géorgien est à l'origine de tous les vins qu'il y a au monde. Tu as une grande sécurité, tu as beaucoup de sécurité. Que demander de plus? Après, les gens sont un peu particuliers, assez rudes, mais bon, ça va avec la mentalité qui ressemble beaucoup à celle de l'Europe de l'Ouest. Mais tu peux te faire des très bons amis en Géorgie. Le seul défaut de la Géorgie, ça serait plutôt l'hiver, où il fait assez froid, et le contexte géopolitique. Donc, c'est un pays qui est pas loin de la Russie, qui est pas loin aussi de tous ces pays-là, donc Israël, Palestine. C'est une zone de conflit potentiel. On va dire que le pays est assez stable. D'ailleurs, son adhésion à l'Union européenne a été repoussée, donc le pays n'accédera pas à l'Union européenne avant 15 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la Géorgie. Petit focus sur la Thaïlande qui a un impôt sur le revenu progressif qui va de 0 à 30%, 35%, où tu es imposé à 0% sur les plus-values si tu les détiens depuis plus d'un an. L'impôt sur les sociétés standard est de 20%, mais tu as un coût de la vie qui est extraordinaire. Pour 1500 euros, tu vis très bien à Bangkok, à Koh Phangan, dans le nord du pays, à Chiang Mai. Tu peux très bien vivre pour 1500 euros et avoir un logement avec piscine, salle de sport, nourriture pas chère. Donc ça peut être un hub super intéressant si tu vis en Thaïlande. Alors la législation n'est pas très claire sur les revenus générés à l'étranger. C'est en train de se structurer, on en saura un peu plus en 2026. Ce qui est intéressant maintenant, c'est le long terme visa. Donc tu peux travailler depuis la Thaïlande et c'est très bien pour les nomades digitales. C'est très bien si tu es nomade digital. Tu peux travailler depuis la Thaïlande en étant dans les règles. Donc ça, c'est super et c'est un visa qui ne coûte pas très cher. Si évidemment tu justifies une certaine quantité de revenus chaque mois. Tu as aussi le visa Thaïlande Elite, donc tu profites de services de conciergerie et c'est un visa que tu payes assez cher. Je crois que c'est 15 000 dollars pour 5 ans, donc sur 20 ans, je pense que c'est un peu moins cher si tu rapportes au coût par année. Mais pour 20 ans, tu dois sûrement être à 50 000 dollars, quelque chose comme ça. À voir. Je n'ai pas trop vu les prix, je regarderai. Mais tu as ce visa-là, mais tu peux pas travailler depuis la Thaïlande avec ce visa. Donc, vaut mieux un visa LTR, long terme. Allez, maintenant, on va en Amérique latine. On va parler évidemment du Paraguay qui est le champion de la taxation territoriale. Alors, ce qui est bien avec le Paraguay, c'est que tu as 0% d'impôt sur les revenus générés à l'étranger. Tu as 10% d'impôt sur le revenu, 10% d'impôt sur les sociétés, 0% sur les plus-values générées à l'étranger, sous réserve des conventions fiscales. Alors, ce qui est bien aussi au Paraguay, c'est que tu peux être résident fiscal en y restant 120 jours, c'est-à-dire 4 mois par an. Et à partir de là, tu peux visiter tous les pays aux alentours, tu peux aller où tu veux. Donc c'est ça. Donc c'est peut-être le meilleur pays pour ta liberté parce que la plupart des pays t'imposent de rester 6 mois minimum pour obtenir ta résidence fiscale. Alors pourquoi c'est un très bon pays aussi? Je t'invite à voir mes autres vidéos. C'est que économiquement, c'est un pays très stable avec une croissance de 4-5% par an. C'est un des pays qui a la meilleure croissance en Amérique latine. Et tu as une stabilité politique. C'est le même parti qui gouverne depuis 40 ans, le parti Colorado. Et tout reste stable. Les règles ne changent pas du jour au lendemain comme ça pourrait l'être dans d'autres pays comme le Frankistan, par exemple. Donc tout est assez stable et c'est un pays qui grandit. Il n'y a pas trop d'insécurité à Asunción. À Asunción, je n'ai jamais ressenti d'insécurité. Il faut savoir que l'insécurité est très localisée en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Si tu restes dans les bons quartiers, tu n'auras jamais aucun problème. Par contre, si tu vas dans certains quartiers, là, la violence est plus importante que dans les pays européens, par exemple. Allez, on va parler aussi d'un pays qui est à côté, qui est un outsider, qui est l'Argentine et qui pourrait être un pays super intéressant dans les années à venir, notamment avec la politique de Milei. On voit que l'économie se stabilise, l'inflation également. On verra ce que ça va donner dans les années futures. J'attends de voir encore une fois. Mais ça peut être un très bon pays. Tu as la montagne, tu as la mer. C'est
un super pays avec une grande richesse, une grande culture. Tu as beaucoup de choses à faire dans ce pays. Tu peux aller à Salta, tu peux aller à Bariloche, en Patagonie, tu as la Pampa, tu as énormément de choses à voir. Buenos Aires, qui ressemble à Madrid, Barcelone, Paris, qui est une ville immense. C'était un des pays les plus riches au début du XXe siècle, jusqu'à ce que le socialisme et le gauchisme se mettent en place dans les années 30 avec le péronisme. Et là, la crise qu'a subie l'Argentine, c'est justement les effets du péronisme. Ça fait 50 ans, 60 ans que le pays subit des crises, et tous les 10 ans. Là, on a un nouveau président qui est totalement libertarien et qui fait le contraire du péronisme, à savoir virer les fonctionnaires, fermer un paquet de ministères et libérer l'économie. Et ça se fait pas en 2 années. Je pense qu'il va falloir au moins 5-10 ans pour voir vraiment les effets de la politique de Milei. Même si ça commence à aller un petit peu mieux, mais ça reste très très compliqué en Argentine, surtout pour les Argentins. Alors évidemment, la fiscalité pour le moment est très importante. Évidemment, il y a la théorie et il y a la pratique. On nous dit que les Argentins sont les champions du monde pour ne pas payer d'impôts, parce que justement, l'impôt est super important en Argentine, avec 35% d'impôt sur les sociétés, 35% sur l'impôt sur le revenu. C'est énorme, il y a une très grosse inflation, les prix ont fait x3 en l'espace de 2 ans, mais les prix maintenant se stabilisent, on va voir ce que ça va donner dans les années à venir. Mais sinon, c'est un terrain de jeu exceptionnel si tu es fan de randonnée, si tu es fan de culture, de musée. Tu peux aller aussi faire un tour à Buenos Aires, qui est une ville immense. Et tu as d'autres villes qui sont un peu méconnues, comme Cordoba, qui est la deuxième ville du pays. Je trouve que les gens sont plus sympathiques dans les autres villes d'Argentine. C'est un peu comme si tu comparais Paris avec les villes de province, où c'est beaucoup plus tranquille, où les gens sont plus simples. Tu as plus de naturel et plus de nature, évidemment. Alors, pour accéder à la résidence en Argentine, tu as le visa Rentista, où il faut que tu prouves que tu fais entre 1500 $ et 2000 $ par mois. Tu as un coût de la vie quand même assez élevé, notamment si tu vis à Buenos Aires. Je pense que tu peux pas t'en sortir pour moins de 2000 €. Et tu as les autres villes où tu pourrais t'en sortir pour 1000 €. À part Bariloche, qui est une exception, qui est un peu considérée comme la Suisse de l'Argentine, où là-bas, tu as beaucoup de colonies suisses, allemandes, beaucoup d'étrangers. Et là, tu vivras vivras bien pour 1500 $, 2000 $, un petit peu comme à Buenos Aires. Comparons le coût de la vie. Donc, on a Paris, donc tu vivras bien pour 3200 € par mois, ce qui reste énorme. Budapest, à partir de 1400 € par mois, tu seras très bien. Riga, 1300 €. Tbilissi, avec 1000 €, 1200 €, tu seras très bien. Alors, je parle bien sûr d'un budget en tant que célibataire, pas en couple. Kuala Lumpur, qui est en Malaisie, qui est une ville super sympa et qui est un peu similaire à Bangkok, avec beaucoup de services. Avec 1200 €, tu vis très bien. Asunción, avec 900 €. Alors évidemment, si tu n'as pas un appartement dans le centre moderne et que tu fais attention, pour 900 €, tu peux bien vivre à Asunción. Alors je te dirais que pour plutôt 1300 €, tu vis mieux. Avec 1300 €, tu vis bien, on va dire, à Asunción. Si tu veux te faire des restaurants et vivre comme un roi, avec 1300 € à Asunción, tu vis bien. Attention, les prix ont vachement augmenté à l'espace d'une année. Et enfin, Buenos Aires, je dirais qu'entre 800 € et 2000 € selon où tu habites, tu peux vivre très bien. Il faut savoir que le SMIC en Argentine est de 300 €, 300, 400 €. C'est pas fou à cause de l'inflation. Donc en ce moment, c'est très très compliqué en Argentine. Et donc, on a 3 profils antifragiles. Tu as le profil nomade digital. Donc c'est dans le cas où tu fais pas énormément de revenus. Si tu fais entre 0 et 100 000 € de chiffre d'affaires ou de bénéfices, ça peut être très intéressant de t'installer en Géorgie, au Paraguay. Si tu es au Paraguay, tu crées une USLLC, tu seras imposé à 0%. Ensuite, tu as le profil entrepreneur en Union européenne. En Hongrie, tu fais entre 100 000 et 500 000 €. Imaginons que tu fais beaucoup d'argent, tu peux commencer à profiter des infrastructures, de beaucoup de choses, d'un certain niveau de vie. Ça peut être intéressant de t'installer en Hongrie ou en Lettonie. Alors évidemment, tu payeras plus d'impôts, mais tu profites quand même de la culture
européenne et du banking européen. Tu peux aussi ouvrir des banques. Tu peux ouvrir des comptes en banque aux États-Unis, à Singapour, créer ton trust, évidemment. Donc ça, c'est un autre type de profil. Tu as le profil souverain, donc tu essaies d'avoir un passeport à Malte, donc il coûte quand même 900 000 dollars, ou tu essayes d'avoir un passeport au Mexique, au Paraguay. Donc le mieux, c'est d'avoir plusieurs passeports, plusieurs banques, évidemment, avoir ta résidence à Monaco ou en Suisse ou à Dubaï. Attention, les frais administratifs sont assez élevés chaque année. Tu as plusieurs propriétés, plusieurs passeports, donc tu remplis tous les critères des 5 drapeaux. Et enfin, le mythe des 180 jours. On dit souvent qu'il faut rester 180 jours, 183 jours, donc 6 mois, dans un pays pour être considéré comme un résident du pays. Mais attention, si tu comptes t'expatrier de France, tu as l'article 4B qui régit les critères pour être considéré comme résident français. D'abord, le critère du foyer. Est-ce que si ta famille reste en France, profite des écoles en France, profite entre guillemets parce que l'éducation en France, pas top. Si ta famille est en France et que toi, tu résides dans un autre pays, tu seras considéré comme résident fiscal français. Aussi, si tu passes par exemple 4 mois en France, mais 3 mois dans ton pays que tu considères comme ta résidence, tu seras considéré comme résident fiscal français. Activité professionnelle. Si tu exerces la plupart de ton activité professionnelle en France et que tu vas de temps en temps dans ton pays que tu considères comme ta résidence, tu vas être considéré comme résident fiscal français. Et enfin, le centre de tes intérêts économiques, c'est-à-dire que si tu génères des dividendes qui viennent de France, si tu as des retraites françaises, si tu génères des revenus immobiliers français qui représentent la majorité de tes revenus, alors tu peux être reconsidéré comme résident français. Évidemment, donc le mieux si tu pars de France, c'est de couper tous les liens avec la France et même de vendre ton immobilier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Et tu as accès d'ailleurs à une formation gratuite sur les étapes avant de t'expatrier. Le lien est en description. Alors, quelles seraient les 5 erreurs fatales? Si tu t'installes dans un pays, il faudrait que tu aies une substance. Qu'est-ce que je veux dire par substance? C'est-à-dire que tu as ton appartement, donc un contrat, un bail long terme, donc de 6 mois ou d'1 an dans le pays en question, que tu t'intègres à la vie sociale, que tu essayes de parler la langue, que tu consommes dans le pays, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la substance. Et si tu as une société, que tu aies des bureaux dans le pays, que tu aies un numéro aussi. Troisièmement, il faut que tu payes des impôts dans ton pays de résidence. Très important, tu déclares tes impôts dans le pays de résidence. Tu t'intègres, toujours pareil. Quatrième erreur, c'est de choisir un pays qui est sur liste noire ou sur liste grise. Il faut savoir qu'avec ces pays-là, les transactions bancaires sont très regardées ou sont pas autorisées. Et cinquième point, sous-estimer la substance économique. Si tu touches des dividendes ou si tu touches des loyers qui viennent de France ou tu touches des retraites qui correspondent à la majeure partie de tes revenus, alors comment tu peux implémenter ça? Voici la roadmap. Donc premièrement, tu fais un audit sur ta situation actuelle. Deuxièmement, tu te renseignes, tu choisis tes juridictions, tu vas voir quel compte en banque tu pourrais créer, quelle société tu pourrais créer si tu t'installes dans un autre pays. Et comment va être la vie, le coût de la vie, la fiscalité, évidemment, la sécurité, la stabilité économique, comme je te l'ai défini dans cette vidéo. Phase numéro 3, tu t'installes dans le pays. Tu mets en place ta résidence, tu crées ta société, tu t'intègres dans le pays. Et phase numéro 4, tu essayes d'avoir le passeport dans le pays en question ou tu essayes d'avoir un autre passeport pour avoir une liberté géographique. Alors, combien de temps ça va prendre? À peu près, au moins, pour arriver jusqu'à la phase 3, ça va te prendre au moins 3 mois jusqu'à 6 mois. Et probablement 3 à 5 ans pour atteindre la phase numéro 4, c'est-à-dire d'avoir plusieurs passeports. Combien ça pourrait te coûter de t'expatrier? Entre 5 000 euros et 20 000 euros. Ça dépend des cas, évidemment. Si tu te déplaces en famille, si tu te déplaces tout seul, ça dépend du pays où tu vas, quels sont les frais administratifs, quel service tu vas utiliser pour réaliser ta résidence. D'ailleurs, si tu veux avoir plus de conseils sur ta liberté
et sur ton expatriation, tu peux prendre un call gratuit avec moi. Et voilà, en conclusion, tu as tous les conseils, toutes les astuces pour devenir antifragile et construire ta liberté. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, des différents pays abordés. Donne-moi ton expérience. On a créé une communauté School. N'hésite pas à venir la rejoindre. C'est une communauté de libertariens. Et je te dis à bientôt sur le chemin de la liberté.